Bon, globalement, on est toujours au-dessus des 37 000 $, hein. Pour être franc, Bitcoin vient seulement de repasser la tête au-dessus des 37 000 $. On le sait bien, il a tapé une fois, deux fois les 38 000, mais ne les a pas brisés. Pour l'instant, on ne peut pas savoir. On attend toujours de savoir s'il y a un ETF qui va être validé ou non. Mais pour le coup, on est incapable d'avoir cette réponse-là. On le sait très bien. C'est la vidéo que je vous ai sortie sur ma chaîne il y a une semaine, dans laquelle je vous dis, voilà, tout le monde essaye de savoir, est-ce que ça va mooner? Est-ce qu'on est sur un début de bull run? Certains vous disent, le bull run a déjà démarré. D'autres vous disent qu'on peut aller voir un plus bas. Et il y a l'entre-deux, ceux qui vous disent, le bull run a démarré, mais ça peut baisser quand même sur du court terme. Bref, il n'y a pas de magie, hein. Tout simplement, moi je fais partie de ceux qui pensent que sur du long terme, les crypto-monnaies vont se valoriser. Je fais également réellement partie de ceux qui pensent que Bitcoin peut décrocher et repasser en dessous des 25 000. Hein. Mais la réalité, c'est que moi je préfère me positionner et être dans les cryptos, quitte à ce que ça descende et voir mon portefeuille perdre 30 à 40% de sa valeur, plutôt que d'essayer de choper le bon moment pour racheter un plus bas. Je ne suis pas un trader, je déconseille le trading, notamment pour les plus débutants. C'est le meilleur moyen de perdre des ronds. Et surtout, si Bitcoin descend plus bas, j'en rachèterai et je baisserai mon prix moyen d'acquisition avec mon dollar cost average, ce qui fait que je serai toujours positionné avec un meilleur prix d'entrée si jamais un bull run se positionne. Donc moi je suis déjà positionné depuis longtemps et je ne compte pas vendre mes positions, je vais les tenir jusqu'à ce qu'un bull run arrive ou du moins jusqu'à ce qu'un marché s'apprécie, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse toujours appeler bull run. Les gens ils voient 10% de hausse dans le marché, ils se demandent si c'est un bull run, on peut pas toujours utiliser ce mot là en permanence. AAV change de nom et devient Avara. On va tous être très francs, c'est beaucoup plus facile à prononcer Avara que AAV, on est d'accord. Entre ceux qui disent Av, ceux qui disent Aveu, enfin bref, Avara rachète Family. Avara a également annoncé l'acquisition de Los Feliz Engineering, LFE. En pratique, LFE est l'équipe de développement derrière Family, un portefeuille self-custody pour mobile. Oh, ils vont lancer leur wallet, vous pensez? Ainsi que la bibliothèque de développeurs pour ConnectKit. À présent, Benji Taylor, l'ancien patron de LFE, devient vice-président chargé de produits et de sa conception. Ok. À suivre. En tout cas, moi j'attends que leur stablecoin repègue, parce que j'en ai pas mal de leur stablecoin et ce serait vraiment bien qu'ils repèguent. Ripple, une fausse rumeur d'ETF XRP de BlackRock fait exploser le prix. Vous avez suivi ça les gars? Bon alors vous le savez, tout le monde attend les fameux ETF. S'ils sont listés, ça va changer le monde, lancer le bull run et c'est pour ça que les cryptos montent. Mais il y a un mec, c'est pas juste une fausse annonce de listing en mode il y a un mec qui a dit sur Twitter qu'il y avait une demande d'ETF sur Ripple pour de faux et les gens y ont cru. Non, 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 c'est pire que ça. C'est un vrai gars, il a été dans le Delaware et il a rempli les papiers comme si c'était BlackRock en fait. Et il a tout rempli correctement, il a même payé le dépôt, hein, et il a soumis une demande pour un produit financier comme s'il était BlackRock, alors qu'il n'est pas BlackRock. Hein. C'est un peu comme si moi j'allais remplir un papier en mode voilà, je suis Peugeot et j'ai envie de lancer ma crypto-monnaie. Et j'envoie à l'AMF, voilà, moi Peugeot, entreprise du CAC 40. Et du coup, il y a eu une vraie demande, mais qui a été refusé parce que c'était pas la vraie entreprise. Mais du coup, quand les gens ont vu ça tout de suite, ouf, il a pumpé et évidemment, le truc s'est effondré derrière. Mais autant vous dire que lui, il était probablement sur DYDX justement et il a dit, ça devait être là. Ting. Évidemment, quand les gens ont compris que c'était pas vrai, tout de suite c'est redescendu. Hein. Les amis, on y va, je vais vous montrer ça. Alors, la Poste au Luxembourg, ils ont fait leur propre timbre de collection, évidemment, parce que vous le savez, hein, l'industrie du timbre est également une industrie de collectionneurs. Ils en ont fait deux, hein. Il y a le timbre luxembourgeois et actuellement il y a le timbre autrichien, si je dis pas de bêtises. Luxembourg, c'est le lion. Et autrichien, c'est un ours. Et en fait, avec ces timbres-là, vous pouvez évidemment envoyer du courrier dans le pays en question. Et s'il y a un NFT derrière, et c'est pas tout, vous avez directement votre clé privée qui est juste là derrière. Donc quand vous l'obtenez, vous pouvez prendre votre clé privée et vous pouvez la rajouter dans votre MetaMask ou dans n'importe quelle wallet qui vous permet d'insérer directement une clé privée. Les timbres, ils sont en édition limitée. Quand tu vas acheter ton timbre, au minimum, tu as un timbre, très simple, mais tu peux avoir de la chance et tomber sur des timbres qui sont plus ou moins rares. En tout cas, ils ont la même fonction. Ils te permettent d'envoyer du courrier. Mais ce sont des timbres de collection, quoi. Si globalement, dans ta life, tu n'as rien à faire des timbres, si tu n'habites pas au Luxembourg ou en Autriche, et que globalement, tu n'as pas prévu de collectionner des timbres et tu ne veux pas t'intéresser à ça, oui, globalement, ça ne s'adresse pas particulièrement à toi, quoi. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est un peu des proof of concept. Enfin, globalement, tu dois avoir le pays qui est OK derrière parce que tu fais pas ce que tu veux et tu peux pas lancer ce genre de choses, quoi. Je suis content, tu vois, de savoir qu'il y a des grosses entités. Et j'espère vraiment qu'un jour, pour envoyer nos trucs à la poste, tu auras juste à... Tu stampes ton NFT et tu payes. Oh, j'ai tellement hâte de ça. Pareil, qu'on arrête d'avoir des clés chez nous, qu'on ait des putains de boîtiers qui reconnaissent un NFT
NFT et qu'on puisse donner des droits à un NFT, tu vois. T'as une serrure sécurisée chez toi, on t'appelle, je suis devant la porte de chez toi, j'ai pas les clés, toi t'es là en mode oh là là, bah, le double de mes clés, c'est mon frère qui les a, donc il faut aller les chercher. Pas du tout. Tu prends ton wallet, tu vas sur la blockchain, tu signes le droit d'entrer chez toi 1, 2, 3 ou 4 fois à tes parents. Tu donnes l'identité de ton père, tu signes, ton père te dit oui, j'ai bien mon token sur moi et boum, tu lui donnes ce droit-là de manière unique. Et toi, tu demandes à avoir des notifs dès qu'une personne utilise une clé pour rentrer chez toi et être prévenu. Mais il y a tellement de choses de fou qu'on peut faire avec l'unicité numérique, c'est un truc de fou. Et nous, on est là à faire des chimpanzés de couleurs. Donc oui, je suis content quand il y a des gens qui ont vraiment des usages et qui commencent à essayer de connecter les deux mondes parce que vraiment, entre ce qu'on peut faire et ce que les gens en font, pour l'instant, des NFT, la plupart du temps, t'as quand même pas de concret, quoi. Mais quand du coup, c'est un vrai organisme qui fait quelque chose, c'est sympa. Les amis, Tether, hein, d'accord, en plus d'être plus fort que certains pays vis-à-vis de la dette américaine qu'ils détiennent, ils investissent 500 millions de dollars dans le minage de Bitcoin. Autant vous dire que eux, dans la catégorie des entreprises vraiment powerful, qui ont vraiment des moyens et qui sont réellement backés financièrement aujourd'hui, dites-vous que les gars, ils prennent 5% de gras sur leur supply avec des obligations d'État et ils ont 88 milliards. Les gars, ils doivent cracher, honnêtement, tranquillou, sans trop de pression, ils doivent cracher 4 à 5 milliards par an de plus-value, tout va bien, tranquille, pas de soucis. Ethereum, après Coinbase, OKEx, hein, donc la plateforme d'échange, lance son Layer 2. Les gars, c'est un truc de fou parce qu'il y a eu Coinbase, la blockchain Base hein, sur Optimism, Kraken, et maintenant c'est OKEx qui lance son Layer 2. D'ailleurs, c'est drôle, mais il y a énormément de blockchains, les amis, qui construisent sur Polygon. Vous voulez que je vous dise, je pense que Polygon, ils n'ont pas d'ego. Vous savez, il y a eu la course au Layer 1 où tout le monde lance son Layer 1. Eux, ils avaient fait un Layer 1, enfin au début, c'était une propre chaîne, hein, Matic. Ensuite, ils ont fait leur Layer 1 qui était un Layer 1 Plasma, de type Plasma. Pour ceux qui veulent connaître les différents types de Layer 1, je vous invite à regarder ma vidéo sur ça. Vous tapez Layer 1 Hasher sur YouTube, j'ai fait une vidéo qui vous explique à quoi ça sert et comment ça marche. Ils avaient fait un Layer 1 Plasma. Ensuite, ils ont vu que c'était pas les Layer 1 Plasma qui marchaient le plus. Et du coup, ils ont encore modifié leur nouvel axe et ils ont fait un Layer 1, si je dis pas de bêtises, basé sur le Zero Knowledge. Hein. Et là, pour le coup, il y a de plus en plus de grosses plateformes qui décident de construire sur leur blockchain à eux. Et du coup, naturellement, ils ont une explosion de transactions et 170 transactions par seconde en moyenne. Beaucoup de blockchains vont se créer dessus. C'est pour ça d'ailleurs que le Matic se porte aussi bien. Il a repris des couleurs comme toutes les cryptos, mais lui, il est quand même passé de 50 centimes à, il a tapé les 93. Hein. Donc on peut dire qu'il a vraiment repris des couleurs depuis son bottom. Là, en l'occurrence, c'est un truc qui est passé sous les radars. Pourtant, c'est réellement Amazon qui a fait un truc sur la blockchain et pas avec n'importe qui. Ils ont présenté du coup au Singapour FinTech Festival leur projet prototype qui s'appelle Orchid. En gros, vous le savez, il y a plein de systèmes de paiement frictionless où en gros tu rentres, tu fais tes courses, tu prends ce que tu veux, tu te casses et ça paye automatiquement. Et bien dans d'autres pays, ils testent carrément des coupons de paiement avec des stablecoins. Et en l'occurrence, tu pouvais gratuitement obtenir un coupon Amazon SFF, donc SFF c'est le nom de l'événement qui est là-bas. Ce coupon derrière, il était backé par un stablecoin en XSGD, c'est le stablecoin du dollar singapourien et ça tourne sur la blockchain Polygon et ça te permettait automatiquement d'aller chercher du merch et de récupérer des produits Amazon gratuitement sur le stand. Et il y avait une vraie compensation en dollars de Singapour. Donc c'est vraiment un truc qui a été fait du coup avec plein d'acteurs super sérieux comme notamment l'autorité monétaire de Singapour. C'est un peu comme si tu lances ta crypto avec l'AMF et la banque du pays, tu vois. Tout va bien. Si l'AMF regarde cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez lancer un proof of concept comme ça avec Merea, je regarderai mes mails lundi, mais je pense que ça ne vous intéressera pas, je comprends tout à fait que ça ne fait pas partie de ce qui vous intéresse. En tout cas, voilà. Là, pour le coup, c'est un vrai truc intéressant et on a quand même Amazon qui fait un premier produit basé sur Polygon et qui, en plus, un produit backé par le stablecoin en dollars de Singapour émis directement par l'autorité monétaire. Donc, c'est assez ouf. Maintenant, ce sont des POC. C'est pas parce que c'est basé sur la technologie de Polygon que ce sera sur la blockchain décentralisée de Polygon. Hein. Évidemment, vous doutez bien qu'une CBDC, ce sera pas forcément transparent et ce sera évidemment contrôlé par la banque centrale du pays. Mais c'est quand même intéressant de voir la direction que ça prend, quoi. Pour faire très simple, les amis. Non, pas pour faire très simple, parce qu'on va parler de leur charte graphique avant. Elle est très belle, leur nouvelle charte graphique. Franchement, elle est très clean. Je la trouve vraiment très clean. Je ne vois pas du tout à quel moment cette nouvelle charte, elle est moins bien que l'ancienne. Absolument pas. Et je pense que ceux qui disent ça ne se souviennent plus de l'ancienne charte graphique. Vraiment pas. Donc non, je suis content de ce que ça donne. Et pour le coup, moi, ce que je voulais vous parler, c'est de ils ont mis un bridge de testnet qui vous permet de bridger des UCO et des Ethers. C'est 2 coins pour l'instant sur 4 différentes chaînes. Hein, donc de la blockchain archétype vers ou depuis BSC, Ethereum et Polygon. Vous pouvez vous amuser à faire tous les testnets, hein, évidemment, pour tester le bridge. N'hésitez pas, si vous êtes actif dans la communauté archétype, à faire vos tests et également à remonter des informations pour pouvoir permettre au protocole de s'améliorer s'il y a des choses et si vous rencontrez des problèmes, ça sert vraiment à ça. Et là, ils sont en train de se diriger vers la fonctionnalité après, ça va être les premiers DEX qui vont être basés sur ce protocole. Donc c'est cool, ils commencent à développer des usages sur la chaîne qu'ils ont plus déployés, donc
petit à petit, mais ils mettent un pied devant l'autre et ils commencent à avancer, quoi.